Lit-on autrement l'été? Et dès lors, lisons-nous d'autres choses que le reste de l'année? Voici un nouvel épisode de notre série de cette semaine consacrée à l'été. Nous lisons surtout moins, en général, ces dernières années. C'est ce que révèlent les récents résultats du baromètre Les Français et la lecture, réalisé tous les 2 ans par Ipsos pour le Conseil national du livre. Au cours des 12 derniers mois, presque 40% des Français ont lu moins de 5 livres. Et la part de lecture quotidienne baisse pour atteindre son niveau le plus bas depuis 10 ans. Or, qui sait, le seul ou les seuls livres de l'année seront peut-être lus cet été par certains, car la question se pose. Le temps long de l'été, celui des grandes vacances, plus grandes souvent que les autres, et ce pour tout le monde, et pas seulement pour les enfants et adolescents, ce qui ne veut pas dire que tout le monde part de chez soi, ce temps long estival incite-t-il particulièrement à tourner les pages d'un ouvrage, qu'elles soient en papier ou numérique? Ce que révèle encore ce baromètre de la lecture, c'est que petits et grands lecteurs font de plus en plus souvent autre chose en même temps qu'ils lisent. 53% des 15-24 ans et 42% des 26-34 ans déclarent que leur lecture est sans cesse ponctuée et au fond interrompue par la consultation de messages et réseaux sociaux sur leur écran de téléphone. L'été changerait-elle la donne ? Ce n'est pas sûr. Pourtant, nous allons réfléchir à ce que sont fantasmatiquement ou réellement des lectures typiques de l'été et notamment en matière de philosophie. Bonjour Cécile Barthes-Rabot. Bonjour. Après des études de lettres, vous êtes devenue une sociologue de la lecture, professeure à l'université Paris-Nanterre. Votre dernier ouvrage paru en 2023 chez Armand Collin s'intitule « La lecture, valeurs et déterminants d'une pratique ». Bonjour Hélène Soumet. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie au lycée, désormais à la retraite, et vous avez écrit de nombreux ouvrages destinés à faire connaître au grand public des œuvres philosophiques. Et ce, dans une collection chez Duno, dont le nom évoque une philosophie à la plage. Ainsi avez-vous publié un Rousseau à la plage, un Épicure à la plage, un Platon à la plage, un Beauvoir à la plage. Et bonjour Roger Poldroy. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et chercheur au CNRS. Vous écrivez depuis longtemps dans la presse des chroniques sur les livres qui sortent, en particulier sur les essais philosophiques. Ainsi peut-on vous lire chaque semaine dans Le Monde des livres. Vous avez publié de très nombreux livres sur beaucoup de sujets. Le tout dernier, paru au début de l'année 2025 aux éditions Albin Michel, est un succès impressionnant. Il paraît que plus de 20 traductions sont en cours, c'est vrai ça ? 23 aujourd'hui, oui. C'est formidable. Ce livre s'intitule Alice au pays des idées et fait découvrir de manière accessible, romanesque et même drôle plusieurs grands philosophes. Lecture d'été ? Peut-être, nous allons en parler, mais auparavant, écoutons certaines paroles de Français sur ce qu'ils lisent l'été. Commençons par un reportage de 1968, diffusé sur la première chaîne de l'ORTF dans l'émission Le Journal des vacances. Bonjour monsieur, vous êtes en train de lire quoi? Moi, Kit Carson. Kit Carson et Navi. Le Chevalier, les 3 mousquetaires. La vie catholique. Ça dépend. En ce moment, un livre sérieux. Comment s'appelle-t-il? Le fil de l'épée. Des romans d'amour. Qu'est-ce que vous lisez? Pygmalion, My Fair Lady, quoi. Vous avez des lectures très sérieuses? Vous lisez toujours des choses sérieuses? Non, pas toujours, mais enfin... Pendant les vacances, je lis quelques romans policiers, puis le journal de chaque jour. C'est seulement des romans policiers? Absolument pour la détente, par exemple. Sarne, par exemple. J'ai le docteur Givago aussi, et puis d'autres livres catholiques. Est-ce que vous lisez plus parce que vous êtes en vacances? Davantage, oui. Et voici maintenant un reportage plus récent de 2011, diffusé sur la chaîne Marseille en juillet 2011. Célibataire, plus entouré sur le plan social qu'au niveau affectif, vous comblez le manque en vous investissant à fond dans le travail et en multipliant les contacts. Lire à plusieurs et sans trop réfléchir. Pour Laurie et ses copines, c'est le meilleur moyen pour commencer des vacances bien méritées. Horoscope, test, mode ou people, des ingrédients nécessaires à une journée plage réussie. J'ai toujours des livres dans le... Voilà, là c'était quoi match, ça dépend, enfin voilà quoi. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, l'autre fois c'était DSK, c'est un dérivatif en fait. Jean, lui, aime être au fait de l'actualité et sur la plage, il en profite pour mettre à jour son lexique électoral. Il faut que je m'informe en lisant la presse
et en lisant les livres, les essais politiques. Mais ça, c'est personnel, quoi. Voilà. Tout le monde n'est pas comme moi. Je lis aussi des romans, mais j'ai pas trop le temps de lire des romans. Je lis surtout des essais politiques ou des journaux. Le Boudet des plages est sans conteste le roman. Peu pratique à lire sur le sable, parfois trop intellectuel pour les vacances. Mais il a tout de même ses adeptes. C'est la détente, un passe-temps plutôt agréable. Si nombreuses sont les lectures, une chose est sûre. Sur les plages cet été, des pages vont se tourner. Je crois comprendre, Cécile Barthrabo, que nous n'avons pas d'études spécifiques sur la lecture l'été par saison. Néanmoins, toutes ces paroles, à plusieurs décennies d'écart, vous intéressent-elles? Est-ce que cela rejoint une évolution globale de la lecture? Par exemple, sur les questions des livres d'actualité, de l'actualité politique, sur apparemment la moindre mention de lecture de type religieux. Enfin, c'est du déclaratif en même temps, hein. Je vous laisse commenter librement ces paroles. Alors, je ne suis pas sûre effectivement que nous ayons des études spécifiques sur les lectures estivales, mais les différents témoignages témoignent d'une pluralité de pratiques. On voit qu'il y a une modalité de lecture importante, ce qu'on appelle un usage social de la lecture, qui est la lecture de divertissement, lire pour s'évader, lire pour se changer les idées, lire pour passer des moments agréables, etc. C'est une modalité qui est toujours importante. On avait le roman policier il y a assez longtemps. Il reste dans les pratiques aujourd'hui, à côté d'autres genres qui remplissent le même genre de fonction. Et on voit aussi apparaître une autre modalité importante qui est ce qu'on appelle la lecture didactique, c'est-à-dire lire pour apprendre des choses. Et la personne qui disait « il faut que je m'informe », voilà, c'est lire pour apprendre des choses sur le monde tel qu'il va, ou apprendre des choses sur des périodes reculées, ou réfléchir, ou voilà. Donc s'informer, apprendre, ça a toujours été une deuxième fonction de la lecture. Et alors aujourd'hui, les objets peut-être sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui les étaient il y a 50 ans, mais les modalités restent les mêmes, les fonctions sont les mêmes. Ensuite, il y a une troisième modalité qu'on appelle, que certains sociologues comme Gérard Mauger et Claude Polliac ont appelé les lectures de salut. Les lectures de salut, c'est-à-dire des lectures qui nous poussent à réfléchir, qui nous poussent à l'introspection, qui nous poussent à chercher le sens de notre vie, à réfléchir sur le monde, etc. Donc là, je présume qu'on met spiritualité et philosophie on pourrait mettre, dans le même sac, ce qui ne fait pas plaisir à tous les philosophes. Voir encore d'autres choses. Peut-être même on peut mettre le développement personnel, etc. Donc, en fait, ces usages, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils cohabitent, qu'ils ne sont pas nécessairement associés à tel ou tel objet de lecture. Est-ce qu'on pourrait dire feel-good bouquin? Alors, le feel-good, c'est une catégorie éditoriale utilisée aujourd'hui, qu'on associe spontanément plutôt à la littérature, à la lecture de divertissement, à la première catégorie. En réalité, ce que montre la sociologie, quand les enquêtes sur les lecteurs, c'est que souvent, il n'y a pas une association systématique d'un type de livre qui conduirait à un type d'usage. Et donc, il n'y aurait pas les polars qui ne servent qu'au divertissement, les ouvrages de philosophie qui ne servent que à réfléchir et à la lecture de salut, etc. En fait, tout ça est un peu entremêlé. Et par exemple, dans la littérature, les usages de la littérature, on voit bien une multiplicité d'usages des mêmes types de livres. Le même type de livre peut servir de parenthèse, d'évasion, je lis ça m'évade de mon quotidien, ça me change les idées, etc. Le même livre peut apporter un certain nombre de savoirs sur une période qu'on ne connaissait pas, un univers qui nous est étranger, etc. Et le même livre peut aussi faire réfléchir au sens de la vie, à des problématiques. Et vous, qu'est-ce que vous lisez l'été? Diverses.
Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que justement, je suis responsable d'un master métier du livre et de l'édition. Et quand on fait le recrutement de notre nouvelle promotion, chaque année, nous interrogeons nos étudiants, nos futurs étudiants sur différentes choses. Et une question qu'on aime bien poser, c'est est-ce que vous auriez des livres à nous recommander pour cet été ? Et on pose cette question spécifiquement enfin, pas spécifiquement pour parler de l'été, mais simplement pour avoir des recommandations et des recommandations un peu diverses, amener les étudiants à parler de choses qui leur ont parlé, qui leur ont plu, qu'ils ont envie de partager. Donc, pour nous, c'est une question pas tellement orientée. Et en fait, les étudiants prennent souvent ça très au sérieux en disant, bon alors, si vous cherchez quelque chose pour l'été, je vais vous recommander quelque chose d'un peu léger, divertissant, etc. Et alors, ils s'embarquent parfois du côté des littératures jeunes adultes, etc. Alors, nous, on dit, bon, bah oui, peut-être pas. En fait, nous, c'est pas forcément ça qu'on cherche pour nous, pour notre été, parce que nous, pour nous, l'été, c'est un moment où les choses ralentissent un petit peu et où peut-être on va enfin pouvoir s'atteler à des lectures un peu plus substantielles. Un peu moins légères, voilà, peu parce qu'on peut prendre terme. un peu plus le temps de réfléchir. Alors tout à l'heure, on va revenir à cette histoire de lecture jeunes adultes, parce que j'ai beaucoup de questions, ça m'interroge beaucoup. Roger Poldroy, je crois que vous pensez, parce que vous savez, nos auditeurs savent qu'on prépare les émissions avec l'équipe d'Avec Philosophie et nos invités, vous auriez dit à mon équipe que l'été est pour vous le temps des lectures dures et sérieuses, justement parce qu'on a le temps, c'est vrai ? Oui, c'est pas par goût du contre-pied, si vous voulez, mais il me semble que, et c'est légitime qu'il y ait une pente à la facilité. L'été, on va pas se prendre la tête trop, on est là pour se distraire, on choisit des choses faciles, ou bien des introductions à la plage faciles, ou aisées, pédagogiques, à des choses plus difficiles. Mais il me semble aussi que l'été, s'il est le temps du dépaysement, de l'expérience, du temps pour faire ce qu'on ne fait pas d'habitude, eh bien, il faut peut-être s'attaquer de temps en temps, si on en a envie, à des falaises, faire de la varap intellectuelle, si j'ose dire, et puis lire des choses beaucoup plus difficiles que ce qu'on lit d'habitude. C'est le moment. Je ne vois pas quand on travaille toute l'année, on aurait le temps d'expérimenter son rapport à un auteur difficile, que ce soit un philosophe, un scientifique, même un romancier, le fameux lisez Proust cet été. Voilà, lisez Proust ou lisez James Joyce et Ulysse ou je ne sais pas. Bon, voilà quelque chose que l'on n'a pas l'occasion, ni le temps, ni peut-être l'envie de faire d'habitude, et que l'été, et je crois à la confrontation avec la difficulté. Pas systématiquement, pas non plus avec l'ennui. Ce qui est difficile n'est pas nécessairement chiant, hein. Il faut quand même le dire, et qu'il y a la possibilité d'expérimenter sa relation à des auteurs réputés difficiles ou qui nous paraissent difficiles, que l'on ne trouve pas d'habitude sur son chemin et que l'on va essayer. Ça fait partie des voyages, si vous voulez, des voyages intellectuels, des voyages existentiels, que l'été, évidemment, favorise, que l'on bouge physiquement ou non. Et vous qui faites tant de chroniques sur des essais, l'été est-il donc pour vous le moment de lire des romans ? Parfois, oui. C'est surtout pour moi, c'est surtout le moment d'écrire. Oui. L'été, essentiellement, j'écris, je lis moins. Mais longtemps, je me suis donné pour discipline, je lisais un Stendhal par année, quitte à recommencer, évidemment, mais parce que c'est un auteur que, pour moi, on ne peut pas lire vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une temporalité du récit chez Stendhal qui fait que vous avez une soirée qui va durer 60 pages et à la 61e, le paragraphe suivant, il y a 10 ans qui passent. Ouais. Donc, si vous lisez sur le même rythme, vous perdez ou vous ne savez plus. Voilà, il y a 1000 auteurs qui demandent du temps, de l'attention, qu'il soit difficile ou non, et qu'il est, je crois, bon de lire l'été. Il y a des auteurs, Stendhal donne l'impression, si je vous entends bien, qu'il faut du temps long pour le lecteur pour comprendre la liberté de Stendhal avec le temps.
Exactement. Oui, oui, il y a, je crois, chaque romancier, mais aussi probablement dans un certain nombre de textes philosophiques, il y a un rapport de l'écriture à la temporalité qui est variable. Bergson, par exemple, est pas seulement un penseur du temps, c'est d'une certaine manière aussi un écrivain du temps dans sa manière d'écrire. Mais ce que je crois plus généralement, si vous voulez, c'est que on l'a pas dit, je voudrais juste insister là-dessus, il y a deux phases de l'été pour moi. Il y a un été naturel, je veux dire indépendamment de nos activités. Les journées sont plus longues, il fait plus chaud. Objectif, avec un climat et des... L'été de la nature Oui, dans les régions oui. du moins tempérées, parce qu'il Oui. y a une partie du globe où il n'y a que saison sèche et saison des pluies ou des choses comme ça. Mais pour nous qui avons un été, il y a cet été de la nature, qui est aussi celui de la profusion, des récoltes, de l'abondance, et puis qui s'entrecroise avec un été social, celui des vacances, de l'arrêt du travail, de la volonté de dépaysement, d'expérimentation. Et d'une certaine manière, on pourrait conjoindre les deux, si vous voulez, en se disant... En profiter culturellement, s'adapter au temps naturel qui est différent de l'été. Et culturellement, faire une sorte de petite conversion annuelle. Le temps et le corps. Je crois Oui. que je suis philosophiquement très attaché, pour ma part, à l'ancrage de nos pensées dans la sensibilité et dans la corporéité. Et l'été, on peut lire dehors, on est moins habillé, on lit plus facilement, allongé en hamac, dans l'herbe, etc. Et pas dans une bibliothèque, ni un bureau, ni rien. Donc les postures sont différentes, les lieux sont différents, les éclairages ne sont pas les mêmes, et du coup, je crois que l'attention, la sensibilité, peut-être la pratique même de la lecture peuvent s'en ressentir. Hélène Soumet, je vous ai gardée en position numéro 3 parce que je pense que ce que vous faites soulève la question de la lecture et de l'écriture. Rousseau à la plage, Platon à la plage. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette collection à la plage chez Duno, à laquelle vous contribuez beaucoup en ayant publié beaucoup de livres? Et c'est une collection qui est née il y a quelques années, à peu près 6 ou 7 ans, je crois, et qui aborde beaucoup de thématiques différentes. Donc on n'a pas seulement la philosophie, il y a la littérature, la science. Tout ça à la plage. Toujours à la plage, mais à travers les grands esprits. C'est-à-dire qu'on prend un personnage, un scientifique, un philosophe, un écrivain, et on essaye de tracer son chemin de pensée en mêlant sa biographie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je travaille, je travaille sur la biographie de Platon, par exemple, et en même temps, j'insère les idées philosophiques progressivement au cours de mon travail, quand c'est pertinent, et de façon à ce qu'on ait une trame biographique, historique, culturelle, artistique, éventuellement dans la biographie. Je me permets aussi d'écrire, de faire une trame narrative entre les éléments historiques qui sont prouvés dans la biographie de Platon, de façon à ancrer la philosophie dans la vie. Et c'est le thème de la collection, c'est d'arriver à faire comprendre soit la science, soit la philosophie, soit la littérature, comme quelque chose qui vient de personnes réelles, d'humains, pas de figures hiérarchiques. J'ai envie de dire, en écho à ce que disait Roger Paul Droit, pour vous aussi, les philosophes ont un corps et une vie biographique qu'il faut connaître et comprendre pour accéder à leurs pensées. Mais finalement, tous les grands profs savent ça aussi. En cours, il faut aussi raconter qui sont les gens dont on parle et pas seulement les œuvres, etc. Mais on oublie que Platon a une vie, par exemple, très aventureuse, comme celle de Rousseau, par exemple. Ce sont des gens qui étaient... Je pense à Pascal qui disait, on s'imagine Platon et Aristote avec des grandes robes de pédants, mais c'était des gens
honnêtes, pour lui ça veut dire ordinaire, qui riaient avec leurs amis. Parce que Rousseau n'était pas peut-être le plus rigolo de tous. Hein. Je crois qu'il n'allait pas bien à la fin de sa vie. Il se sentait véritablement persécuté. Il a été persécuté. Il a été objectivement. Et il était lapidé. Ouais. Oui, il a été persécuté. Donc c'était dur la fin, hein, pour Rousseau. Oui, je pense que les fins de vie ne sont pas toujours... Oui, il s'est fâché avec les dernières personnes qui le soutenaient. Oui, c'est vrai, c'était difficile. Bon, alors à la plage, donc à la plage, ça ne veut évidemment pas dire lecture uniquement d'été, mais c'est une façon de dire, quand vous voulez vous détendre et apprendre quand même des choses, à la plage, ça résume quoi exactement ? Ça résume cette difficulté qu'a le vulgarisateur quand on parle de vulgarisation, hein, c'est-à-dire qu'on est à la fois, on veut donner un savoir en philosophie, essayer de faire comprendre aussi la démarche philosophique, ce qui n'est pas très facile en vulgarisation, et plaire, éventuellement séduire. Donc on est sur un fil entre deux excès et en terrain miné, parce que quelquefois, on se fait critiquer par les uns ou alors par les autres qui pensent que le livre est trop difficile. Et l'été, vous écrivez tous ces livres ou bien vous lisez aussi ? Et quoi ? Alors non, malheureusement heureusement pour moi, c'est toujours l'été. C'est-à-dire que je ne change pas ma vie. Vos habitudes de lecture ne changent pas ? Mes habitudes de lecture ne changent pas. C'est-à-dire que je lis soit des ouvrages de philosophie et j'écris. Quand je travaille sur un auteur, je relis tout ce qu'il a écrit, si possible. Et puis, les romans sont des romans historiques que je lis volontiers, oui. Alors, on va parler un peu d'Alice au pays des idées, Roger-Paul Droit. On reviendra à la question, les essais peuvent-ils avoir une forme romanesque ? C'est un peu ce que vous faites là, hein, Roger-Paul Droit, avec tous les invités. On reparlera aussi du rapport à la fiction, des romances qui semblent très appréciées des jeunes adultes, comme vous avez dit tout à l'heure, Cécile Bartrabo. On y reviendra. Mais parlons de Alice au pays des idées, ce livre que vous venez de publier, Roger-Paul Droit, et qui reprend au moins l'esprit d'Alice au pays des merveilles. Et votre Alice va faire la rencontre de beaucoup de philosophes. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Eh bien... Elle cherche essentiellement une phrase qui lui servirait de boussole dans la vie et qu'elle pourrait se faire tatouer sur son avant-bras. La phrase. La phrase, parce que, alors il faut un tout petit peu revenir en arrière une seconde, ça n'est plus l'Alice de Lewis Carroll, petite fille du 19e siècle, c'est une jeune fille du 21e siècle, d'aujourd'hui, et mon Alice, elle est non seulement un petit peu plus âgée, elle va bientôt entamer ses études supérieures, mais surtout, elle est éco-anxieuse. Éco-anxieuse. Oui, elle a peur pour l'avenir de la planète, elle s'inquiète de la disparition de la biodiversité, elle est aussi angoissée par la montée de la violence, les guerres qui se multiplient. Elle est finalement comme nous tous, mais à quoi s'ajoute aussi la peur pour son propre avenir, l'interrogation sur que vais-je faire de mon existence, quel métier choisir, comment je vais vivre, tout cela qui est finalement lié non seulement à la condition humaine en général, mais évidemment accru par notre époque. Et ce que j'ai voulu faire, c'est un pari un peu fou finalement, c'est de m'adresser à tout le monde, mais en particulier à la génération de mes petits-enfants qui vont vivre dans ce monde. J'ai vu ma petite fille Léonia qui est encore à l'école primaire, mais qui est un jour rentrée de l'école en disant « la Terre va exploser ». Et je me suis dit « mais un monde où les petits croient que la Terre va exploser, c'est un monde effectivement terriblement angoissant ». Et il me semble, si vous voulez, que face à cet avenir, ou bien que l'on n'arrive pas à discerner, il n'y a plus de grands récits des lendemains qui chantent, de la construction d'un monde nouveau, de moins en moins. Donc un avenir qui est infigurable, indiscernable, ou bien absolument effrayant. Donc une situation, me semble-t-il, où la chose principale, c'est d'essayer de réfléchir. C'est d'essayer de réfléchir, donc d'aller puiser dans le stock
gigantesque de 3000 ans d'histoire, de philosophie, de spiritualité, de science, de l'humanité, où il y a un stock de concepts, de conseils, de sagesse, de valeurs inouïes. Or, le drame, et je finis pour essayer de, si vous voulez, de vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre-là, le drame actuel me semble être qu'au moment où nous avons le plus besoin de réfléchir pour construire l'avenir, eh bien, nous pensons que toutes ces bibliothèques et ces savoirs accumulés, c'est ancien, c'est ennuyeux, c'est pas intéressant, c'est des vieux trucs. Et voilà ce que j'ai voulu d'abord faire en suivant Alice dans sa quête au pays des idées, avec des personnages un peu loufoques, évidemment, qui mettent de l'insolite et un peu de gaieté dans ce voyage. J'ai voulu essentiellement, si vous voulez, montrer que on peut partir des idées pour reconstruire un monde, pour chercher quelque chose qui guide. Et alors Alice, si elle s'appelle ainsi, c'est parce que sa mère était fan de Lewis Carroll, l'a appelée Alice par... voilà, elle lui lisait le soir les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Et un matin, à la recherche, s'ennuyant un petit peu, elle va, comme quand elle était enfant, au bout du jardin, voir s'il n'y a pas le terrier du lapin qui conduit au Pays des Merveilles, et elle tombe. Elle trouve ce terrier immense, nouveau, jamais vu, et elle tombe cette fois dans le pays, non pas des merveilles, mais des idées, où j'ai décidé qu'une fois pour toutes vivaient tous les sages de tous les temps, tous les philosophes, tous les sages, tous les savants, tous les intellectuels, tous les scientifiques et théoriciens. Et elle va directement, Alice, converser avec Socrate, avec Épicure, avec Rousseau, avec Montaigne, avec les Rousseau. philosophies asiatiques aussi que vous connaissez très très bien. J'ai passé une large partie de ma vie, effectivement, à travailler sur la découverte par les Européens des doctrines de l'Asie. Donc, elle va en Inde, elle va converser avec le Bouddha, elle va aussi en Chine, où elle rencontre Confucius, Lao Tzu et quelques autres, avec, si vous voulez, l'idée que cette boussole qu'elle cherche, elle essaye de la recueillir, mais elle comprend à mesure, et elle comprend assez vite, qu'une phrase ne peut pas suffire, qu'on ne peut pas figer la pensée ni les valeurs dans une seule formule, et qu'en fonction des circonstances, de ce qui surgit, des situations concrètes, eh bien, il faut un piano de phrases, si je puis dire, un ensemble, et jouer de plusieurs choses et pas se fixer sur une seule. C'est quand même un livre de philosophie à la plage, Roger-Paul Droit, ou comment vous l'avez conçu? Nous avons entendu ce que vous avez dit sur vos petits-enfants, mais c'est un livre aussi pour adultes, bien évidemment. Pas forcément peut-être uniquement pour les moments de vacances et de détente. Est-ce que vous avez pensé aux situations de vos lecteurs qui pourraient être bonnes, ces situations, pour accueillir ce livre? Alors, c'est difficile, vous savez, quand on écrit, de penser aux situations des lecteurs. Mais ce que j'ai voulu faire, si vous voulez, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, je me suis dit, après avoir passé toute ma vie à fréquenter des philosophes, à les lire, après avoir écrit une 50aine de livres, dont des livres de recherche, mais aussi des livres de pédagogie, de présentation de la philosophie, des histoires de la philosophie, je voulais faire autre chose, c'est-à-dire non pas simplement exposer les doctrines, bien sûr. On les rencontre en résumé quand elle va voir Spinoza, parce que là aussi, et je rejoindrai ce que disait Hélène Soumet, je pense que les philosophes ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des gens incarnés à la fois dans un corps, mais aussi dans une époque, dans un moment, avec des vêtements, des maisons, des habitudes, des emplois du temps, des métiers, etc. Et quand elle les rencontre chacun dans sa recherche, Alice rencontre aussi des individus qui, évidemment, en quelques pages de dialogue et de conversation, résument, je l'espère, exactement l'essentiel de leur doctrine ou de leur pensée.
Mais donc je voulais un livre qui soit à la fois, d'une certaine manière, un panorama de l'histoire des idées, une réponse à que faire aujourd'hui et comment se servir de cela. Et puis surtout, et c'est pour ça que c'est un roman, je voulais d'une certaine manière décrire ce que font les idées à l'existence. Alice, à la fin, n'est pas la même qu'au début. Elle a découvert des choses, elle a traversé des moments de sidération, de bouleversement, elle voit les idées s'entrechoquer. C'est d'une certaine manière, un roman de formation. D'initiation, si comme on Voilà, c'est un Bildung-roman, comme on dit. Et puis, il y a donc cette question qui est aussi la vôtre, Hélène Soumet. Comment on peut raconter... Enfin, le narratif est très important pour vous. L'aspect narratif, y compris des personnes philosophes qui écrivent, c'est très important. De même, on vient de l'entendre pour Roger Poldroy, mais comment raconter simplement des choses qui sont quand même parfois assez difficiles en philosophie, en gardant une certaine exigence? C'est le point qu'évoque... alors, on a pris un historien du Moyen-Âge pour vous en parler, Georges Duby, professeur au Collège de France et membre de l'Académie française, qui lui-même réfléchissait à cette transmission de savoir parfois difficile. C'était dans Radioscopie sur France Inter en 1981. Cette marche que nous avons faite du côté des médias, nous ne l'avons pas fait sans essuyer certaines critiques. C'est évident, on nous reprochait, au nom d'une morale de l'austérité érudite, de vulgariser. Mais et effectivement, vulgariser, le mot étymologiquement vient d'un mot qui veut dire peuple. Vulgariser, c'est mettre à la portée du plus grand nombre. Et c'est nécessaire. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que je suis ici en face de vous. C'est pour ça que j'ai accepté de travailler pour la télévision, et je m'en félicite. Mais il est évident que lorsqu'on s'adresse à des millions de téléspectateurs, la difficulté, c'est de situer son discours à un niveau qui soit accessible. J'ai tenu à ce que ce niveau soit toujours légèrement au-dessus du niveau moyen. Je me suis défendu résolument, n'est-ce pas, de considérer d'une manière condescendante mes auditeurs et mes spectateurs. Je pense que c'était leur faire honneur que de leur demander un effort. L'exigence, c'est précisément ne pas être condescendant avec son lecteur. Vous êtes d'accord, Hélène Soumet? Oui, bien sûr, mais c'est extrêmement difficile. Comme je vous l'ai dit, on est sur un fil entre faire en sorte que le lecteur ne lâche pas le livre parce qu'il est trop difficile, et la démagogie ou bien l'excès de facilité ou la simplification à l'extrême de la vulgarisation. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en philosophie, c'est un peu plus compliqué, parce que si on regarde en science, la vulgarisation, elle est naturelle et elle est acceptée. On se demande simplement si c'est possible d'expliquer la mécanique quantique, alors qu'en philosophie, on se demande si c'est légitime. C'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, on voudrait garder la philosophie dans un cénacle fermé, et on a une impression de désacralisation quand on vulgarise la philosophie. C'est ça qui m'intéresse aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Roger Poldroy, aussi par rapport à ce qu'on a entendu de Georges Duby? Oui, je pense que ça, c'est d'une certaine manière une affaire, à l'échelle de l'histoire, une affaire récente. C'est-à-dire la philosophie est devenue une discipline universitaire essentiellement à la fin du XVIIIe siècle. Il y avait bien évidemment des universités dans le monde antique, y compris l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, puisque c'était leurs écoles, mais ça n'était pas exactement la même chose. Et le fait que la philosophie soit devenue une discipline avec ses programmes, ses enseignements, ses revues, ses professeurs, ses diplômes, je n'ai évidemment rien contre, et ça a probablement eu aussi des effets positifs, il ne s'agit pas de le diaboliser, mais sur le rapport des gens à la pensée, je ne suis pas sûr que ça a eu que des effets positifs. C'est-à-dire que le mot philosophie est devenu... Il fait peur, quoi. Il fait peur, il évoque tout de suite la nécessité d'avoir des comprimés d'aspirine à portée de main. Vous voyez, la prise de tête, toutes ces choses-là. Or, excusez-moi, mais Socrate
Socrate parlait avec les gens dans la rue. Il parlait avec les artisans, avec les potiers, les sculpteurs ou les gens qui s'occupent de la réfection des toits. Il parlait avec des généraux, avec d'une certaine manière tout le monde. Et les philosophes n'étaient ni des professeurs ni des universitaires jusqu'au siècle des Lumières. Rousseau, dont on parlait, est musicien et gagne sa vie ainsi. Copiste de musique. Voilà, mais aussi professeur de clavecin à un moment et mille autres choses. Mais vous voyez, c'est-à-dire que le rêve d'une philosophie populaire que d'une certaine manière nous incarnons, si vous voulez, encore aujourd'hui avec quelques-uns, Hélène Soumet et d'autres. Ce rêve d'une philosophie populaire, il traverse toute l'histoire, il est présent dans l'Antiquité, il revient évidemment avec le siècle des Lumières. Que font Diderot, les encyclopédistes, Voltaire et tous leurs amis, sinon vouloir construire de la philosophie explicable pour tout le monde, parlable d'une certaine manière, parlant, si je puis dire, à tous les gens, indépendamment de leur niveau d'instruction, de leur diplôme et de leur Oui, philosophie bagage. d'étonnement, d'ailleurs, en anglais, Alice au pays des merveilles, c'est Wonderland. Et wonder, ça veut dire aussi penser. Enfin, c'est un mot très riche que Louise Carroll a employé. Et finalement, votre Alice à vous, elle essaye de s'étonner et de penser, de développer sa pensée. Alors, je trouve ça quand même très différent. C'est pour ça que j'ai un moment juste un petit peu tiqué. C'est tellement important ce que vous dites sur la philosophie populaire, mais il ne faudrait pas confondre ça, me semble-t-il, avec ce que j'ai appelé tout le temps, et tout à l'heure, je vais me faire gronder par les auditeurs parce que c'est en anglais, la feel-good littérature, c'est-à-dire l'idée du développement personnel. Bon, la philosophie inquiète aussi, même si elle n'est pas seulement là pour faire du bien. Je pense que vous ne direz pas le contraire. Oui, bien sûr. Mais penser, ça suppose d'examiner ses idées. Socrate ne dit rien d'autre que cela. C'est-à-dire, ce n'est pas avoir des idées. Tout le monde en a. Ça n'est pas répondre aux objections. Tout le monde à peu près sait le faire. C'est regarder ce qu'on a dans sa tête et savoir si ça tient le coup. Faire des crash tests. Pas forcément aller mieux après. Mettre à l'épreuve. Je me demande si I wonder, Wonderland, et je vais au bout de mon hypothèse. Alors, je me tourne quand même un moment à nouveau vers vous, la spécialiste des lectures, parce que ce que disent aussi beaucoup de libraires, alors je ne sais pas ce qu'il en est des études aujourd'hui, et ce que disent aussi les éditeurs, c'est que même en ce qui concerne le roman, aujourd'hui, il y a une appétence à l'égard de romans qu'on appelle des romances, qui semblent plus faciles à lire, mais sont quand même des très gros livres. Donc je vous pose, est-ce que ce sont des romans pour se sentir bien? Est-ce que ce sont des romans de valeur? Qui les lit? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode, si elle est nouvelle, de la romance? Alors, je ne sais pas si c'est nouveau vraiment, et surtout, peut-être, il faut se garder d'être trop critique quand on n'a pas lu, étudié, etc. Moi, personnellement, je n'ai pas investigué spécialement ce genre de livre, donc Ça voilà, s'achète je où peux déjà? pas. Ça s'achète partout, Pas seulement chez les libraires, on est d'accord. chez tous les libraires, Mais aussi. sur les plateformes en ligne, dans tous les lieux de vente du livre. Mais on a, il me semble, toujours eu, pour peut-être insister plutôt sur les continuités que sur les ruptures, on a toujours eu du roman sentimental, des feuilletons, des littératures populaires, etc. Donc bon, aujourd'hui, ça s'appelle romance, c'est un créneau particulièrement investi par les éditeurs, par un certain nombre d'éditeurs, parce que si ça marche bien, ça permet de faire du chiffre d'affaires, etc. Donc bon,
voilà, ça existe et peut-être que ça a au moins le mérite de faire lire, d'embarquer les lecteurs et donc peut-être de construire des lecteurs. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à lire des textes plus ardus ou des récits avec une dimension philosophique, etc., si on n'a pas déjà une pratique de lecture. Donc bon, si ça sert de tremplin, si ça construit des lecteurs au moment de la fin de l'adolescence, la vingtaine, autour de Il y a de la plusieurs types. vingtaine, Il y a des romances un peu trash, il y a des romances un peu... Oui, bah il y a après, toutes voilà, sortes. il y a une typologie. C'est pour ça qu'il faut se garder Bien de sûr. trop... Mais ce qui m'interroge, c'est qu'ils sont très gros, ces livres, souvent. Donc il faut croire que les jeunes adultes que vous évoquiez, qui sont très amateurs, prennent ce temps-là. Or, nous apprenons que les Français, dans le baromètre du CNL que nous avons évoqué, consacrent quasiment 24 heures par semaine, donc une journée, aux écrans. Et pour ce qui concerne les moins de 25 ans, 35 heures par semaine, d'accord ? Ce qui veut dire qu'ils consacrent par jour plus de 3 heures aux écrans, 3 heures et demie, ce qui est le temps qu'ils consacrent par semaine à lire des livres. Bon. Ils trouvent manifestement le temps de lire ces romances, beaucoup d'entre eux. Est-ce que ce sont des lectures qui peuvent être interrompues par les écrans facilement, plus facilement peut-être que Stendhal, évoqué par Roger Poldroit, ou que d'autres auteurs d'essais? Comment on lit des romans si on regarde ces écrans? Ça marche bien ensemble? Bon, alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire attention à l'opposition qu'on a envie de construire entre les écrans d'un côté et la lecture de l'autre. Il y a un va-et-vient, c'est ça. Il y a un va-et-vient, mais surtout, peut-être, ça ne remplit pas les mêmes fonctions dans la vie. Les écrans, déjà, c'est plein de choses différentes. C'est les téléphones, c'est les ordinateurs, notamment, bon, pour ne citer que cela. Et avec le téléphone ou l'ordinateur, on fait des milliers de choses. On peut réserver des billets de train, on peut regarder la météo, on peut faire des tas de... Voilà, chercher des informations pratiques, on peut chercher des informations... liées au livre qu'on lit, par exemple. Liées au livre Bien qu'on sûr. lit, liées... voilà, donc... Bon, on peut faire des tas de choses avec les écrans et c'est un outil de travail essentiel, c'est un outil aussi essentiel pour communiquer avec ses proches, etc. Donc, ça remplit aussi la fonction d'entretenir des sociabilités, etc. Donc, en fait, voilà, l'écran est sur une diversité d'usages qui ne correspond pas exactement à ce que fait le livre. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire il y a du temps d'écran d'un côté versus il y a du temps de lecture. Et c'est un peu ce que font les enquêtes. Hein, et le CNL est le premier à mettre en avant ces deux temporalités, à les comparer. Donc, voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur les mêmes usages. Ça me fait penser à des travaux qui étaient menés dans les années 1980, sur lecture versus télévision. On disait, alors les gens regardent la télévision, donc ils ne lisent pas. Voilà, comme si la télévision ils font les deux. mangeait du temps de lecture. Et en fait, il y avait eu une enquête menée à ce sujet qui montrait que c'était pas si simple que ça, parce que ça remplissait pas les mêmes fonctions. La télévision était plus un temps partagé, ça demandait une moindre concentration, et donc on pouvait regarder la télévision. Aujourd'hui, on pourrait regarder des séries, on peut transposer, on peut regarder des séries à un moment où on n'aurait pas la tête en fin de journée, où on est épuisé, on n'aurait pas la tête à lire un ouvrage un peu plus exigeant parce qu'on n'a plus la capacité de concentration, etc. Donc voilà, c'est pas les mêmes usages. Donc bon, je me méfierais de toutes ces comparaisons entre écran et livre. Alors ensuite, pour ce qui concerne le nombre d'heures de lecture, bon, effectivement, ça renvoie surtout au temps de lecture, au temps qu'on prend pour la lecture. Ce que montrent les enquêtes sur la lecture, c'est effectivement que cette question du temps est cruciale. Ça renvoie aux conditions de vie des personnes. On disait les auteurs sont les écrivains, les philosophes sont des individus
avec leur vie, leur corps et leur biographie, corps, leur oui. maison, etc. Mais les lecteurs aussi, en fait. Et oui. Et donc, bien sûr. Et donc, les lecteurs, ils sont dans des conditions concrètes, des conditions de vie, soumis peut-être à un stress croissant, à une diversité d'activités. Tout le monde a des plannings de plus en plus serrés. On est dans une forme d'accélération générale. On veut faire de plus en plus de choses. Tout est de plus en plus plein. Et donc, voilà, mécaniquement, on se retrouve un peu contraint. Même, on parlait du temps de l'été, des grandes vacances, des fameuses grandes vacances. Aujourd'hui, ces grandes vacances sont quand même déjà nettement réduites. Elles durent plus qu'un mois et demi. Quand il y a quelques générations, elles duraient plutôt 3 mois. Donc voilà, tout s'est quand même compressé. Et donc, un des enjeux, c'est de réussir à trouver, à bricoler en quelque sorte, pour trouver dans son planning des moments pour lire, pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et ce qui est intéressant dans les enquêtes sur la lecture, des enquêtes menées auprès de lecteurs, c'est qu'on voit apparaître justement ces pratiques de lecture interstitielles, c'est-à-dire je profite des moments improbables, des moments d'attente, des moments dans le métro, des moments dans les transports, des moments d'attente dans la salle d'attente du dentiste ou n'importe quoi, ou bien sur ma pause déjeuner, je trouve un moment, etc. Oui. Je profite de ces petits moments pour finalement m'adonner à cette pratique. Alors ça, c'est intéressant et en même temps, c'est tellement contraire à une très belle idée qui existe que ce qu'on lit peut faire écho directement à ce qu'on est en train de vivre. Là, vous parlez plutôt d'interstice, c'est d'une certaine façon le contraire. Mais je voudrais qu'on revienne à cette idée qu'il y a des livres l'été qui résonnent étonnamment avec des expériences d'été. On en a parlé ici dans cette série, des émois amoureux, etc. Voici un extrait du film Call Me by Your Name, réalisé en 2007 par Luca Guadagnino. C'est un extrait où l'été, la mère d'un jeune homme lit à haute voix l'une des histoires de l'Heptaméron de Marguerite de Valois-Angoulême, ce qui fait écho aux émois amoureux de ce jeune homme, car il est très attiré par un visiteur accueilli cet été-là dans sa famille. Ein gut aussehender junger Ritter ist wahnsinnig verliebt in eine Prinzessin. Auch sie ist in ihn verliebt. Un beau jeune chevalier est éperdument amoureux d'une princesse. Et il se trouve qu'elle l'aime aussi. Néanmoins, elle ne semble pas en avoir totalement conscience. En dépit de l'amitié profonde, Freundschaft, qui s'épanouit bientôt entre eux, ou peut-être bien à cause de cette amitié hors du commun, le jeune chevalier se trouve tout à coup si humilié et désemparé qu'il est totalement incapable d'évoquer même l'objet de sa flamme, jusqu'à ce qu'il demande à la princesse, de but en blanc: Ich bitte euch, ratet mir, was besser ist. Reden oder sterben. Est-ce qu'il vaut mieux parler ou mourir? Ma mère lit un roman d'amour français du XVIe siècle. Elle nous en a lu un passage le jour de la panne de courant. À propos du chevalier qui ne sait pas s'il doit parler ou mourir? C'est ça. Et il parle ou pas? Parle, lui dit la princesse. Mais elle est sur ses gardes. Elle sent qu'il y a comme un piège. Alors, il lui parle? Non. Il esquive. Tu m'étonnes. Il est français. Avoir un livre qui parle de ce qu'on est en train de vivre, c'est une chose merveilleuse pour un auteur. Mais je trouve, Roger Paul Droit, qu'en choisissant Louise Carroll et Alice, plus ou moins consciemment peut-être, vous avez cherché quelque chose qui peut nous parler tout le temps. Je rappelle que Louise Carroll a écrit dans les suites d'Alice au Pays des Merveilles La chasse au snark. Et le snark, il y a toutes les raisons de penser que c'est le bonheur. C'est quelqu'un qui voulait parler des choses secrètes qui nous rendent intrigués et joyeux. Et d'ailleurs, j'ai trouvé cette phrase en préparant l'émission
dans sa correspondance avec un ami américain, il dit que quand les gens sont las de la vie et ne peuvent trouver le bonheur ni dans les villes ni dans les livres, alors ils vont vers les plages afin de voir ce que les cabines de bain pourraient faire pour eux. Lui aussi, il sentait que l'été était un moment spécial pour le snark, si j'ose dire. Oui, ce que j'ai voulu faire, c'est une sorte de clin d'œil, bien sûr, à l'univers de Lewis Carroll, c'est-à-dire jouer de l'insolite et parfois de la loufoquerie comme instrument pour la réflexion. Contrairement à ce qu'on pense, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté, pour moi, les choses graves, sérieuses, importantes, vitales, les questions de l'existence de la morale ou de la métaphysique, voilà, avec toute la difficulté et peut-être l'ennui qu'elle suggère au premier abord. Et puis de l'autre côté, on s'amuse, on se divertit, on rigole, etc. Il me semble que c'est non seulement conjugable, mais qu'il y a dans la loufoquerie quelque chose qui donne à penser. C'est ce que fait Lewis Carroll, le snark, la chasse au snark est un de ses plus beaux textes. C'est un animal dont on ne sait rien, sauf que certains boudjoum sont des snarks. Débrouillez-vous avec ça, et que toute une série de gens partent à la chasse au snark, et de mémoire, je cite, Lewis Carroll dit il le chassait armé de fourchettes, de soins. Il tentait de l'oxyre avec du savon et des sourires, ou de l'assommer à coups d'actions de chemin de fer. Enfin, ça doit être à peu près ça. Alors, c'est un texte que j'ai connu par cœur autrefois, comme d'autres textes. Mais surtout, il y a dans La chasse au snark un truc qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une définition de la vérité qui est probablement la plus belle et la plus loufoque que je connaisse, c'est que le capitaine agite sa cloche en disant « Ce que je dis 3 fois est absolument vrai ». Donc, franchement, vous avez cherché un modèle très philosophique, Alice au pays des merveilles, ce qui évidemment est sous-jacent à votre livre, votre essai Alice au pays des idées.